Les raisons d'être de ces clivages s'effondrent dès lors qu'on les examine de près. Prenons pour commencer l'éthique. Personne n'a pu encore montrer comment les fondements de l'éthique peuvent être établis a priori. Cette impossibilité est du reste sujette à controverse, puisqu'il y a des auteurs qui croient être arrivés à établir un tel fondement. Mais elle est largement reconnue et largement argumentée. Parmi les principales tentatives pour fonder une éthique a priori, signalons celle de Kant, Sidgwick, Moore et Ross pour des tentatives récentes, voire par exemple Gewirtz, Donegan, Gautier. Ces systèmes ont été l'objet d'un des grands nombres d'attaques qu'il serait déraisonnable de vouloir les énumérer. Et de fait, il n'y aurait guère de sens pour un lecteur à continuer à lire ce livre s'il pensait qu'une formulation a priori de ce genre puisse être confirmée. Acceptez donc provisoirement qu'on ne trouve aucun fondement de ce genre. Il reste que nous avons toujours besoin de réfléchir à comment vivre, et puisque nous ne pouvons dire a priori comment faire, nous devrons nous rabattre sur tous les indices que nous pourrons trouver. Un des principaux substituts à une éthique a priori que les philosophes suggèrent est la notion d'équilibre réfléchi. Le terme provient de Roevel. L'aperçu que j'en donne est rapide et grossier. Brand, dans la même veine, développe une méthode des attitudes qualifiées pour justifier les jugements moraux et une définition quasi naturaliste des termes moraux. Rien dans cette théorie de l'équilibre réfléchi ne bannit la psychologie ni la biologie de l'éthique. L'équilibre réfléchi est un état idéal que nous pourrions atteindre si nous avions examiné tout à fond et si nous étions parvenus à des jugements entièrement cohérents. Mais ce n'est pas là pour moi une définition de ce que doit rechercher le théoricien de la morale. Toutefois, même si l'équilibre réfléchi est une bonne piste, il ne faut exclure d'emblée aucune autre considération. En particulier, nous n'avons aucune raison, avant même de commencer notre enquête, de supposer que notre nature morale n'a pas de rapport avec l'éthique. En effet, une telle supposition a priori serait plutôt improbable, à moins que quelque argument ne vienne la soutenir. La nature humaine, il me semble, doit être l'une des choses à prendre en compte dans toute recherche d'une conception suffisamment large de l'équilibre réfléchi en éthique. Voir Murphy, 1982, pour une discussion étendue de l'influence possible de la biologie sur la théorie morale. Nagel, 1918, dénie toute influence de ce genre. Si l'éthique, dit-il, est une recherche théorique qui peut être approchée par des méthodes rationnelles et qui possède ses normes internes de justification et de critique, une tentative pour la comprendre de l'extérieur au moyen de la biologie sera de bien moindre valeur. Bien moindre, c'est-à-dire que si l'éthique est seulement un certain genre de modèle comportemental ou d'habitude assorti de réponses émotionnelles, cela est vrai pour la même raison qui veut qu'il serait assez futile de chercher une explication biologique des théories mathématiques et physiques ou d'ailleurs des théories biologiques. La biologie peut déterminer les points de départ perceptuels et motivationnels, mais dans son état présent, elle influe peu sur le processus de pensée par lequel ces points de départ sont transcendés. Je dois pour ma part considérer la psychologie humaine pour une toute autre raison. C'est qu'une analyse expressiviste telle que la mienne l'exige. Elle réduit les significations des termes normatifs à de la psychologie. Ce n'est pas que le fait de qualifier quelque chose de rationnel soit une affirmation psychologique, c'est plutôt que pour comprendre le mot rationnel, il faut comprendre en quoi cela consiste pour quelqu'un de penser quelque chose rationnel, en quoi cela consiste de produire des jugements normatifs. Les jugements normatifs doivent être expliqués en termes psychologiques et c'est pourquoi j'ai besoin d'une psychologie. À ce point, il me faut faire un aveu. Je ne me fonderai pas principalement sur la littérature de la psychologie expérimentale. L'expérimentation nous apprend beaucoup sur les capacités humaines en matière de normes, mais pas vraiment assez. Il ne s'agit pas là d'une impossibilité de principe de traiter la question en termes empiriques, mais plutôt de la difficulté à déterminer les termes de cette question. Les expérimentalistes ne savent peut-être pas vraiment ce qu'ils cherchent, pas plus que nous. Il nous faudra réfléchir un peu plus, peut-être avant de découvrir les lieux adéquats où appliquer une investigation expérimentale. Comment donc devons-nous comprendre notre vie et ses normes en tant qu'éléments de la nature? La clé se trouve dans le fait que les hommes vivent en société. Nous sommes faits pour la vie sociale et nos capacités normatives sont un élément essentiel de cette constitution. C'est peut-être un truisme, mais qui a aussi quelque chose de problématique. Le premier problème est de savoir en quel sens nous sommes faits pour quoi que ce soit. Darwin et ses successeurs ont trouvé la réponse.
nous résultons non d'un dessin à proprement parler, mais de ce qui s'y substitue fort bien, la variation génétique et la sélection naturelle. Un autre problème plus profond est de savoir à quoi devraient ressembler les hommes d'après ces considérations darwiniennes. Un tableau darwinien idéal devrait nous être en grande part familier. Après tout, nous savons bien des choses sur notre espèce, même en nous passant de la pensée évolutionniste. Il peut cependant y avoir des modèles qui nous avaient échappé. Il me semble que la clé de la nature humaine, en matière de morale, réside dans la coordination conçue au sens large. Le besoin de coordination complexe soutient l'essentiel du travail du langage dans nos pensées, dans nos sentiments et dans la vie sociale. Cette coordination est au cœur de nos dispositions émotionnelles, en particulier pour des émotions aussi significatives. En termes de morale, que l'indignation, la culpabilité, la honte, le respect, l'admiration et l'inspiration morale. Dans le tableau que je vais tracer, les questions de coordination soutiennent résolument la psychologie des normes et par conséquent déterminent ce qui est en jeu dans la conception que nous avons de la rationalité. La vie humaine primitive devait être fortement sociale. Dans les conditions que nous ont permis d'évoluer, les chances de survie et de reproduction de chacun dépendaient de façon cruciale des liens humains avantageux qu'ils pouvaient établir. La coopération humaine et plus généralement la coordination ont toujours reposé sur un réseau sophistiqué de types de rapports humains, réseau consolidé par l'émotion et la pensée. L'homme enrichit et développe ce réseau, en retire des avantages et à l'occasion s'en tient à distance. Il doit tout cela à cette configuration complexe de dispositions émotionnelles et cognitives. Un tel tableau de la biologie humaine pourrait donner de nous une représentation certes un peu crue, mais où nous pouvons encore nous reconnaître comme humains. Les descriptions biologiques de l'humanité ne sont pas forcément simplistes. Elles n'ont pas à nous dépeindre comme des créatures rudes et bestiales, dépouillées de ce qui nous rend si délicieusement et imaginativement humains. C'est peut-être ainsi que nous décrit souvent la biologie du comportement humain, mais cela ne saurait être une biologie adéquate. Nous sommes des animaux évolués et il faut rendre compte de nos potentialités. Si une théorie n'inclut pas certaines d'entre elles, elle est à cet égard défectueuse. Il est bien entendu inévitable que toute théorie soit trop crue, mais nous devons nous efforcer de trouver des théories aussi riches et productives que possible, qui allient la rigueur de la biologie et un regard humaniste sur les complexités de la psyché humaine. Nous devrions profiter à la fois de la largeur de vue que nous donne l'anthropologie sur les variations culturelles et les différents modèles de la vie humaine et des outils analytiques produits par les sciences sociales. Tel devrait être notre idéal, même si à chaque tentative, en fait, nous devons en rabattre. Le meilleur moyen de traiter de la vie humaine du point de vue de l'évolution est de prendre un chemin indirect. Peu de changements génétiques de la vie générale sont survenus durant les quelques 200 générations qui se sont succédées depuis que nos ancêtres se sont transformés en agriculteurs. Nous sommes génétiquement adaptés à la chasse et à la cueillette. Nos ancêtres chasseurs-cueilleurs avaient des équipements génétiques du même type que les nôtres. L'interaction de ces génotypes avec leur environnement a produit ces dispositions grâce auxquelles les gènes de nos ancêtres nous ont été transmis et nous ont formés. Nos gènes nous ont donné les propensions que nous avions à la naissance, propensions qui définissent en nous certaines caractéristiques dans divers systèmes d'environnement de chasseurs-cueilleurs. Il n'y a rien dans ces explications qui nous disent directement quelles sont en fait ces caractéristiques dans l'environnement qui nous est propre. Le seul espoir d'explication se trouve forcément dans des modèles simples, une caractéristique qui favorise la survie et la reproduction dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, pourra provenir d'un génotype qui pourra la recréer dans de nombreuses sortes d'environnements. Les chasseurs-cueilleurs bavardent, plaisantent et se querellent, tout comme nous. Il existe donc, selon moi, d'amples propensions à accepter des normes, à parler des normes, à agir, croire et sentir selon des formes qui sont plus ou moins dirigées par les normes qu'on a acceptées. Il existe des propensions émotionnelles dont je vais étudier la forme, qui concernent par exemple le ressentiment, la culpabilité, la honte et l'inspiration morale. Ces propensions peuvent se manifester de façon notablement différente suivant les contextes sociaux, mais on y reconnaîtra des éléments communs. Piège biologique. Même un tableau évolutionniste simple n'a pas forcément à nous montrer comme des êtres rigides et acculturels. Nous avons évolué dans le même temps que la culture est apparue à travers nos évolutions. Nous avons évolué de façon à acquérir des propensions génétiques adaptables, des propensions à être profondément affectés par notre culture. Nous avons évolué de façon à entrer en interaction avec les autres, tout en produisant des réactions à la culture, et en adoptant des voies qui elles-mêmes ont défini ce qu'est la culture.
Nous avons acquis une capacité informe à la culture, mais peut-être une configuration globale d'adaptation au genre de culture que les hommes créent et stabilisent. Dans un environnement humain primitif, la réussite de l'acculturation devait être essentielle au projet d'avenir de chacun. La dimension que le point de vue évolutionniste ajoute à l'explication, c'est de chercher les propensions complexes, plus ou moins flexibles, que nous avons peut-être et de voir comment elles peuvent contribuer à leur reproduction, compte tenu de la diversité des cadres culturels, sociaux et naturels de la vie primitive. Dans des explications de ce genre, il est crucial de distinguer dans le dessin des êtres humains les buts proprement humains et leur substitut darwinien, la finalité. La grande réussite de Darwin fut de montrer comment on pouvait expliquer cette apparence de finalité de dessin intégré au vivant qui suggérait le prodige d'une création divine parfaite, sans supposer aucun dessein final. Le substitut évolutionniste que Darwin proposait à la divine providence est devenu aujourd'hui la reproduction des gènes de chacun. Cela inclut la reproduction des gènes par proximité familiale. Les spécialistes parlent d'adéquation adaptative globale, inclusive fitness, ce qui inclut les caractéristiques qui promeuvent la reproduction de la souche. La théorie de la sélection par souche a été modélisée par Hamilton 1975, voire Dawkins 1976 pour une des nombreuses présentations accessibles. Bien qu'il n'y ait là, autant que je sache, le but de personne en particulier, notre monde biologique se présente comme si une personne pleine de ressources avait conçu chaque chose vivante en vue de cette reproduction. J'appellerai donc cette finalité de substitution, à savoir la reproduction des gènes d'un organisme, son télos d'évolution. C'est ce télos qui explique qu'une personne ait les propensions qui lui permettent de se donner les buts qu'elle se donne, mais ses propres buts en eux-mêmes sont distincts de cette finalité de substitution. Je choisis le terme grec de télos car il a peu de connotation pour les lecteurs de langue anglaise. Les lecteurs plus familiers de la tradition aristotélicienne, eux, y trouveront de fortes connotations complètement erronées ici. Ce terme chez moi ne veut rien dire de plus que le substitut darwinien de projet qui donne forme à notre conception. Mon télos d'évolution, la reproduction de mes gènes, n'a pas d'incidence directe sur ce qu'il est censé pour moi de vouloir ou de faire en vue de réaliser ce que je veux. Plus précisément, si une chose satisfait mon télos, ce n'est pas une raison pour vouloir qu'elle advienne, ni une raison pour ne pas le vouloir. Il en irait de même si je savais avoir été créé par un Dieu pour une finalité qui lui est propre. Son but n'est pas forcément le mien. Si par extraordinaire je savais que j'ai été créé par une divinité perverse afin qu'elle puisse se réjouir de mes déconvenus, cela ne me donnerait aucune raison de rechercher ces déconvenus, quoique cela me donnerait quelques raisons de m'y attendre. De la même façon, si je sais que mon télos est de reproduire mes gènes, cela ne me donne aucune raison véritable de vouloir de nombreux descendants, des tas de nièces et de neveux, ou de chérir particulièrement les membres de ma famille, parce qu'ils ont les mêmes gènes que moi, pas plus d'ailleurs que l'inverse. Un lien entre les considérations évolutionnistes et la rationalité de ce que je veux ne pourra être que subtil et indirect. Il y a eu des controverses à propos de la pensée évolutionniste. Plusieurs polémiques proviennent de certains tableaux simplistes tels que ceux que j'ai dénoncés, et d'autres de graves défauts de certains exemples concrets de théorie de l'évolution, défauts dont je prétends qu'ils peuvent être évités. Dans cette controverse, il y a des arguments spécieux, mais d'autres qui sont sérieux. Il est spécieux de penser que la pensée évolutionniste entraîne le racisme et le sexisme. Les racistes et les sexistes peuvent chercher des arguments du côté de la biologie, mais il n'y a aucune raison de leur abandonner ce terrain. Il n'y a rien dans l'idée d'évolution qui puisse nous conduire à attribuer une plus grande valeur à un quelconque groupe d'êtres humains. Le fonctionnement de l'évolution dépend bien entendu des différences génétiques, différences sur lesquelles la sélection naturelle opère et qui se sont accumulées pour nous donner une valeur que d'autres animaux n'ont pas. Le résultat final, cependant, pourrait aisément être une identité génétique de tous les groupes pour ce qui compte en termes de valeur humaine. Des pressions sélectives semblables produisent sans doute des résultats semblables. Il est tout aussi spécieux de tenir pour acquis que le raisonnement évolutionniste est conservateur de façon déraisonnable. Les modes de vie humains varient considérablement et il vaut la peine d'en rechercher de nouveaux. Il faut certes être prudent car les expériences utopiques et les programmes millénaristes peuvent échouer tragiquement. Les organisations sociales nouvelles marchent rarement comme on le voudrait, pas plus que les anciennes organisations ne fonctionnent dans des conditions nouvelles. Une meilleure compréhension des propensions humaines pourrait nous en dire plus sur les raisons de ces phénomènes. Et il n'y a en tout cas pas de raison de supposer que la théorie évolutionniste doive réduire les potentialités réelles de l'humanité. Quant à l'argument sérieux, il consiste à affirmer qu'il est prématuré en quelque sorte d'appliquer la pensée évolutionniste à l'homme.
La théorie darwinienne offrirait trop peu de contraintes. Toute hypothèse spécifique deviendrait alors quelque chose comme ça se passe comme si, ou comme ça, et s'avère aussi peu crédible que toutes sortes d'alternatives. Je suis d'accord pour dire que tout ce que nous avançons sur ce sujet est forcément d'ordre spéculatif. Mais nous avons les moyens de décider que nos spéculations peuvent être plus ou moins prometteuses. Et il faut bien spéculer pour savoir comment continuer. Quant à ma propre spéculation que j'ai exposée plus tôt, j'ai quelques doutes quant à ses détails, mais je la crois suffisamment cohérente avec l'observation commune, les observations ethnographiques et les découvertes dispersées de la psychologie expérimentale et les considérations évolutionnistes sur la coordination complexe de la vie humaine pour qu'il vaille la peine de la développer. En résumé, donc, le programme philosophique que se donne mon livre se fonde sur la psychologie humaine. Ma théorie de la signification des termes moraux repose ainsi sur une psychologie des normes. Les principes normatifs fondamentaux peuvent être acceptés ou rejetés à partir des considérations psychologiques. De telles considérations sont, pour reprendre le mot de Mill, de celles qui sont capables de déterminer l'intellect. La psychologie que je cherche n'est pas sagement rangée dans des rayons d'une bibliothèque et je dois me risquer à la spéculation. Cela accentue, il est vrai, l'incertitude du fondement empirique de ma philosophie. Mais je ne pense pas qu'on puisse développer une bonne théorie fondamentale indépendamment de considérations empiriques, ni que les découvertes empiriques dont nous avons besoin soient si fermement établies. Il nous faudra donc avancer en devinant le mieux possible. La ligne générale que je suis peut, sans aucun doute, être développée indépendamment de la spéculation psychologique à laquelle je l'intègre. Il serait néanmoins difficile de déterminer alors exactement la solidité empirique de chaque partie de la théorie. Ce que je vais dire doit donc être lu au conditionnel. Si les faits psychologiques sont en gros conformes à mes spéculations, voici ce qu'on peut philosophiquement en dire. Analyse. Dans la tradition commune, comme philosophique, les significations sont données par des définitions, par des analyses, comme les philosophes ont fini par les appeler. Des non-cognitivistes, comme Ayer, Charles Stevenson et Hare, ont élargi la tradition. Une analyse n'a pas à dire la même chose en d'autres mots. Elle peut décrire un usage et énoncer directement ce que la personne qui fait usage du terme est en train de faire par cet usage. Malgré cette correction, la tradition analytique semble à présent désuète. Ce n'est pas seulement affaire de mode. Des développements majeurs de la philosophie du langage semblent discréditer la notion d'analyse. Quelle est alors la place des significations et des analyses dans un tableau idéal de la pensée et de la parole? La raison naïve qui me pousse à commencer par des analyses est évidemment que je veux clarifier la question posée. Nous voulons savoir ce qui rend une action bonne ou mauvaise, sensée ou absurde. Si nous voulons de bonnes réponses, il semble qu'il faille d'abord savoir ce que nous demandons. Quand les questions paraissent vraiment problématiques, il se peut qu'une partie du problème réside dans une confusion de termes. Nous résolvons cette confusion si nous disons clairement ce que signifient nos questions, et les significations semblent réclamer les définitions. Or, la philosophie du langage récente met en doute ce beau raisonnement. Quand un terme est vraiment essentiel, la leçon semble être la suivante. Il est erroné d'en rechercher une définition. Attendre ainsi des analyses qu'elles accomplissent un travail philosophique sérieux, c'est succomber au mythe de la signification. Ce mythe peut consister à accepter une distinction nette entre l'analytique et le synthétique. Une division entre la vérité en vertu de la logique et de la signification seule et la vérité en vertu de la manière d'être réelle des choses. Keane a mis en question le mythe sous cette forme, renonçant à tout lien direct entre signification et test empirique. Il suggéra que c'est un non-sens qui est la racine de bien d'autres non-sens, de parler d'une composante linguistique et d'une composante factuelle pour la vérité d'un énoncé individuel. La science est dans la double dépendance du langage et de l'expérience. Mais cette dualité n'est pas déterminable de manière significative à l'intérieur des énoncés de la science pris un à un. Or, sans composante linguistique, comment peut-il y avoir clairement un sens à demander à ce que signifie un terme? Et si nous ne pouvons pas nous interroger sur les significations des termes pris un par un, reste-t-il la moindre possibilité pour le non-cognitivisme? Les non-cognitivistes pensent qu'il y a quelque chose de spécifique dans le langage normatif qui le rend particulièrement réfractaire à la définition directe. Le langage, selon eux, peut se diviser en expressions descriptives et en expressions qui ne le sont pas, et le langage normatif tombe dans la deuxième catégorie. Mais si Keane a raison et que toutes les notions philosophiquement intéressantes résistent à la définition, alors les termes normatifs ne nécessitent pas de traitement spécifique. D'autres auteurs attaquent la distinction entre faits et valeurs, soulignant que les faits eux-mêmes sont imprégnés par les valeurs. Le même argument vaudrait sans doute pour la distinction fait-norme.
Putnam écrit « Les pratiques de l'enquête scientifique sur lesquelles nous nous fondons pour décider de ce qui est et ce qui n'est pas un fait présupposent elles-mêmes des valeurs. » 1981. Les termes qui fondent notre conception de ce qui est rationnellement acceptable, cohérent, simple, justifié et ainsi de suite, sont souvent utilisés comme termes d'éloge et ont trop en commun avec les termes paradigmatiques de valeur pour que nous puissions nier que ce soit bien ce qu'ils sont. L'analyse garde-t-elle alors une place dans une théorie des normes? En particulier si nous traitons la pensée et la parole en termes naturalistes, si nous rejetons la conception magique de la signification, pouvons-nous encore opérer par l'analyse? Je ne répondrai pas complètement à ces questions, en tout cas pas d'emblée, mais au point où nous en sommes, je dois en dire quelques mots. Une analyse doit se juger à ce qu'elle peut offrir, jusqu'où peut-elle expliquer. Explique-t-elle beaucoup de choses? Rend-elle compréhensible une bonne part de pensée? Nous fait-elle négliger comme incompréhensible très peu de pensée? Donne-t-elle une bonne explication du rôle que joue un certain genre de langage dans la vie humaine? Et d'après ces critères, quel est le statut des autres possibilités? Ma thèse est qu'une bonne part de la pensée ordinaire devient compréhensible à partir des analyses que je propose et qu'elles expliquent des éléments importants de la vie. On peut proposer une analyse non comme un pur énoncé factuel sur ce que veulent dire les gens, mais comme la proposition de quelque chose. Quand un terme fait problème, un sens nouveau est plus clair pour remplir ses objectifs, du moins certains d'entre eux. Point n'est besoin d'une analyse correcte unique, mieux vaut dire que certaines analyses marchent mieux que d'autres. Il se peut qu'il y ait une analyse qui soit clairement la meilleure pour servir certains objectifs, ou qu'il n'y en ait pas. Même s'il n'y en a pas, passer en revue les meilleurs candidats pourra nous révéler quelque chose sur le terme. Keane, 1960, donne une version très semblable de ce qu'il faudrait faire et appelle une telle analyse une paraphrase. Stevenson, 1944, dit que le langage ordinaire est vague et nous fournit ce qu'il appelle des modèles de travail. Ils fournissent une signification qui peut être assignée en termes éthiques et qui est bien adaptée à certains contextes. Toute analyse philosophique exerce une contrainte sur son concept. Nous pouvons apprendre quelque chose d'un concept en examinant le choix des différentes façons dont on peut renforcer le sens. Quand une analyse nous empêche de dire des choses que nous voudrions dire, il nous faut alors réfléchir à l'importance qu'elles ont pour la suite et évaluer les coûts de notre choix. Les analyses nous permettent justement de comparer les coûts. Il en va de soi qu'une fois que nous avons ainsi élargi notre conception de l'analyse, de simples tests ne sauraient décider les questions. Les analyses descriptives forcent les concepts qu'elles analysent, mais il en ira très probablement ainsi de toute analyse. Voici la position que je défendrai. Pour un ensemble important d'objectifs, ceux de l'enquête fondamentale portant sur la meilleure manière de vivre, l'analyse normativo-expressiviste du rationnel exerce sur le concept une moindre contrainte. Elle permet de poser des questions que d'autres analyses excluent, des questions qui sont au plus profond de notre enquête. Plus largement, cette analyse peut changer notre idée de ce que nous faisons quand nous réfléchissons aux questions normatives fondamentales et permet d'avancer plus efficacement dans notre raisonnement normatif en nous donnant une vue claire de ce que nous faisons. Et nous n'avons ici besoin pour des affirmations de ce genre ni de distinction nette entre analytique et synthétique, ni de mythe de la signification. Qu'en est-il cependant de cet élément particulier qui rend normatif la pensée et le langage normatif? Car ma thèse est qu'il existe un tel élément et qu'il implique une sorte de caution, une caution que toutes les analyses descriptives traitent de façon inadéquate. Le problème n'est pas tant que chaque fois qu'on bouche une faille dans l'analyse, d'autres demeurent, c'est qu'il en reste toujours une que l'analyse descriptive ne peut combler. Dans une communauté aux normes stables et largement acceptées, cet élément de caution pourrait être porté par les propriétés qui, dans l'esprit de tous, rendent quelque chose susceptible de ce genre de caution. Nous pourrions imaginer une communauté où tout le monde condamne comme mauvais, par exemple, tout ce qui viole les 10 commandements et rien d'autre. L'usage que les membres de la communauté font de cette norme est assuré et leurs interprétations sont claires et consensuelles. Dans ce cas-là, il n'y aurait pas matière à débattre sur la question de savoir si mauvais signifie viol les 10 commandements ou s'il faut une analyse expressiviste. Cette communauté tranquille, cependant, n'aurait pas de langage propre à la recherche philosophique. La philosophie naît du loisir, mais d'un loisir inséparable de l'agitation et des conflits ayant trait au mode de vie. Si d'autres modes de pensée nous semblent possibles, il nous faut un langage pour exprimer ces alternatives. Il nous faut être capable de demander s'il n'est jamais juste de violer l'un des 10 commandements,
Ma thèse est que le normativo-expressivisme décrit un langage cohérent qui permet de formuler de telles alternatives. Un philosophe peut toujours espérer découvrir une théorie des termes normatifs qui métamorphose la discussion et nous met ainsi dans la situation de cette communauté tranquille. Peut-être existe-t-il quelques propriétés cachées dans ce qu'il est censé de faire, de penser, de ressentir, qui s'imposeraient de manière évidente dès lors que nous verrions les choses clairement, de sorte qu'il n'y aurait plus rien à discuter, sauf à savoir quelle est la chose qui possède cette propriété. Dans ce cas, nous pourrions indifféremment utiliser cette propriété pour définir rationnel ou nous en tenir à une analyse expressiviste. Nous serions certains, au-delà de toute discussion, que seul ce qui possède de la fameuse propriété est rationnel au sens expressiviste. Personne, cependant, n'a découvert de telles propriétés, et donc nous avons toujours besoin de langage adapté à la recherche fondamentale sur les normes. Les réalistes moraux traitent le bien et les catégories similaires comme des propriétés, mais suivant la manière dont certains d'entre eux récemment conçoivent les propriétés, dire quelle propriété un terme désigne n'en donnera pas la signification. Chaud et possédant une énergie cinétique moyenne élevée désigne la même propriété, mais on n'affirme pas qu'ils ont la même signification. Une telle théorie de la dénotation nécessiterait aussi bien une théorie du sens, une théorie de ce qui donne aux termes leur référence, et des manières de raisonner sur les propriétés. Les réalistes moraux actuels, tels que je les lis, se méfient des formes traditionnelles de théorie de la signification et cherchent à en développer de nouvelles formes. Supposons en outre que quelqu'un l'ait découverte, nous pourrions encore vouloir examiner les bases de ces modes de pensée que nous trouvons si indubitablement vrais, et il nous faudrait un langage pour cela. Nous pourrions avoir envie d'expliquer ce qui s'est passé depuis cette lointaine époque où nous nous posions des questions sur la rationalité. Nous réalisons à présent, pouvons-nous dire qu'une chose est rationnelle précisément si elle a la propriété P. C'est du moins ce que nous pourrions dire si nous prenions encore rationnel au sens expressiviste.